Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. C'est passé à rien, tout juste 18 voix manquantes, mais le gouvernement Lecornu 2 n'est pas tombé ce jeudi. On va donc devoir continuer à les supporter encore un peu. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 16 octobre et le gouvernement Lecornu 2 a esquivé de peu la censure. 2 motions ont été déposées en début de semaine, l'une par la France Insoumise et l'autre par le Rassemblement National. Et dans les 2 cas, il a manqué 18 voix, puis 145 pour causer la chute du gouvernement, globalement sauvé par les socialistes. On en parlait longuement dans le récap d'hier. Le PS s'est satisfait de la suspension de la réforme des retraites promise par Lecornu pour lui accorder son soutien. Seuls 7 d'entre eux, majoritairement des députés ultramarins, ont voté la censure, faisant fi des consignes du groupe. La décision de la direction du PS n'a pas manqué d'irriter le reste des partenaires NFP dès hier. Dans un communiqué, la France Insoumise estime que la direction du Parti socialiste vient sauver Emmanuel Macron et dénonce l'arnaque du décalage de la réforme des retraites. Les Insoumis réclament en retour la résistance populaire et parlementaire. On écoute Mathilde Panot, la présidente de groupe, ce matin à l'Assemblée. Nous lançons un appel solennel au pays. Ne vous résignez pas, ne perdez pas courage, ne vous divisez pas à la base. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels. Et nous le disons, le Premier ministre Lecornu, comme le président Emmanuel Macron, sont en sursis. Et plus tôt que tard, le président de la République devra partir. Nous redéposons donc une motion de destitution du président de la République aujourd'hui. Évidemment, dans ce vote, la direction du Parti socialiste porte une responsabilité historique dans cette non-censure, en laissant Emmanuel Macron poursuivre sa politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût de voir la direction du Parti socialiste rompre avec le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils ont été élus. Rompez les rangs. Ne laissez pas la direction du Parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Le Parti socialiste a posé un acte aujourd'hui. Et cet acte est celle d'une alliance de fait avec un accord de non-censure avec les macronistes. Donc, de ce fait, ils ont rompu avec le programme du nouveau Front populaire qui, dès sa 2e ligne, disait que nous étions élus et que nous proposions au pays et que nous avions mandat de nos électeurs et nos électrices de rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Au sein du groupe parlementaire insoumis, tous les députés ont voté la censure. Logique, c'est eux qui l'ont déposée, mais c'est également le cas du groupe RN. En revanche, il y a eu des défections chez les écologistes et les communistes. En ce qui concerne les premiers, ils sont 3 à avoir renoncé. Delphine Batho, Catherine Hervieux et Dominique Voynet. Et 2 au sein du PCF. Il s'agit de Yannick Monet et Maréana Red-Arbelot qui n'ont finalement pas apporté leur suffrage à la motion de censure LFI. À noter également que la députée LR, Alexandra Martin, est la seule membre de son groupe parlementaire à avoir bravé la consigne de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez de ne pas censurer le gouvernement. Elle a ainsi voté pour la motion de censure LFI et pour la motion RN. Dans le deuxième cas, 2 autres de ses camarades LR l'ont rejoint. Il s'agit de Pierre Cordier et de François-Xavier Tchecolli. Nos reporters Lisa Lapp et Lydia Ménez ont également profité de leur présence à l'Assemblée pour évidemment interroger Olivier Faure à la sortie de l'hémicycle. Les projecteurs étaient logiquement braqués sur les socialistes aujourd'hui en raison de leur choix stratégique. Le premier secrétaire du parti a dû longuement justifier sa position de non-censure. Il a notamment dénoncé l'hypocrisie de celles et ceux qui ont voté la censure. On l'écoute. Nous n'allons pas voter la censure pour une raison qui a été largement explicitée par Laurent Baumel il y a quelques instants. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il y a une formidable hypocrisie dans cet hémicycle. Toutes celles et ceux qui vont voter la censure savent que si elle était votée, en réalité, le gouvernement procéderait par loi spéciale et tout ce qu'ils prétendent combattre
serait en réalité imposée aux Françaises et aux Français. En acceptant d'entrer dans le débat, comme nous le faisons, nous allons au contraire permettre d'amender et de corriger très sensiblement une copie qui n'est évidemment pas la nôtre et qui n'aurait jamais été le projet de budget de financement à la fois de la Sécu et de l'État que nous aurions proposé si nous étions aujourd'hui au gouvernement. Mais nous allons permettre donc de grandes conquêtes dans les prochaines semaines, alors que celles et ceux qui votent la censure aujourd'hui savent très bien que la conséquence de leur vote, s'il était suivi par une majorité, permettrait une loi spéciale au gouvernement et que nous n'aurions plus jamais la possibilité de corriger la copie. C'est la raison pour laquelle je suis heureux, avec mes camarades socialistes, de faire en sorte que le débat puisse s'engager. Lisa Lapp a ensuite interrogé le premier secrétaire du Parti socialiste. Notre reporter lui a demandé si Macron avait eu raison de s'entêter à imposer ses propres gouvernements au mépris des résultats des dernières législatives, puisque le PS avait fini par plier. On sent que la question le tend un peu. Je vous propose de regarder. Non, Emmanuel Macron n'a jamais eu raison de ne pas entendre ce que lui disaient les Français. Mais ce que ce gouvernement a compris plus que les autres, c'est qu'il ne pourrait pas gouverner comme les autres l'ont fait précédemment. Ils ne pourront plus procéder avec le 49.3. Ils ne pourront plus avancer sous la contrainte du parlementarisme rationalisé. Et donc, chaque parlementaire sera désormais maître de ses votes. Et alors, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la contenance d'Olivier Faure, c'est que les journalistes lui demandent des comptes sur le NFP. Toujours prompte à gratter là où ça dérange, Lisa du Média donc lui rappelle qu'il a quand même été élu sous cette bannière. Mais sans trembler, Olivier Faure estime que l'EPS ne déroge pas au programme défendu par l'Union de la gauche, malgré le désaccord manifeste qui règne actuellement. Vous verrez bien... Non mais arrêtez avec l'histoire du NFP. Mais nous allons défendre dans l'hémicycle... Qu'est-ce que nous allons défendre dans l'hémicycle ? Nous allons défendre ce que nous avons défendu devant nos électeurs. Quand nous suspendons la réforme des retraites, que faisons-nous sinon répondre d'abord à des gens qui ne voulaient plus de la réforme Borne ? Et après, il y aura... puisque la suspension ne vaut que jusqu'en 2028, entre les deux, il y aura une élection présidentielle. Cette élection présidentielle remettra les horloges à l'heure, si j'ose dire. Et ce n'est pas la première fois que le PS fait cavalier seul dans le cadre d'un vote de censure déposé par l'une des composantes du NFP. Déjà, en janvier dernier, le groupe socialiste avait préféré sauver Bayrou, pensant déjà pouvoir arracher des concessions au gouvernement. On connaît la suite, le PS n'a rien arraché du tout, mais a simplement donné une assurance vie à un Premier ministre qui a proposé une austérité budgétaire aussi drastique qu'inédite pour 2026. Après 8 ans de macronisme, les socialistes n'ont visiblement toujours pas appris leur leçon. Certains observateurs estiment régulièrement qu'ils se font rouler dans la farine, mais à ce niveau d'obstination, on est en droit de se demander si ce n'est pas plutôt une adhésion au socle commun qui ne dit pas son nom. Reste que, comme on le disait hier, ces stratégies individuelles des socialistes engagent les autres composantes du NFP avec qui ils se sont fait élire. La porte-parole des écologistes, fidèle à la ligne unioniste de son parti, estime que malgré tout, le NFP continue d'exister et qu'il va vivre pendant l'examen du budget. Vous savez, moi je pense à ces milliers de personnes qui se sont levées en juin, en juillet pour permettre non seulement au nouveau Front populaire d'arriver en tête, mais surtout au Rassemblement national d'avoir aucune influence sur nos institutions. Cette promesse du barrage républicain n'a pas été respectée ni par les macronistes, ni par les LR qui se radicalisent de jour en jour. Et je sais que c'est d'abord cela qui tient le nouveau Front populaire ensemble. Et donc nous verrons au fur et à mesure des votes que le nouveau Front populaire continue d'exister parce que nous continuerons ensemble de défendre une justice fiscale beaucoup plus juste pour les citoyennes et les citoyens, qui va chercher l'argent là où il est, auprès des milliardaires de notre pays, auprès des grandes entreprises qui multiplient les profits au détriment des salariés. Donc en réalité, le nouveau Front populaire, voilà, il va vivre pendant l'examen du budget. La députée écologiste Léa Balage se défend de faire des gentillesses par là au Parti socialiste. Elle assume au contraire des stratégies différentes au sein même de l'Union de la gauche. Il ne s'agit pas d'être gentil ou pas gentil. Les socialistes ont démontré leur stratégie. Nous avons été clairs sur la nôtre. Ce n'est pas une gentillesse que de reconnaître que les socialistes continuent à vouloir que M. Lecornu soit en place. Ce n'est pas notre volonté. Donc voilà, ce n'est pas une gentillesse que nous faisons au Parti socialiste. Nous disons très simplement les choses.
nous avons voté la censure parce que non seulement M. Lecornu n'est pas là de manière démocratique, mais surtout parce que les propositions qu'il fait autour de son budget sont néfastes pour le pays. De l'autre côté du spectre politique, au RN, si l'on vote comme un seul homme la censure, même lorsqu'elle est portée par LFI, les attentes sont bien évidemment différentes. Là où la gauche fustige un budget qui matraque les plus précaires et réclame plus de justice sociale, l'extrême droite déplore des hausses d'impôts et pas assez de baisse de dépenses. Bref, un projet de loi de finances pas assez néolibéral à leur goût. On ne sait plus bien ce qui les différencie des macronistes sur le plan économique. Le député RN Jean-Philippe Tanguy s'est exprimé au micro de nos journalistes. Si vous choisissez collectivement, en tant que quatrième pouvoir et devoir d'information des Français, de cautionner le mensonge de M. Lecornu qui consiste à croire qu'il est possible, sous la Ve République, que le Parlement fasse un budget à la place du gouvernement, eh bien vous mentez collectivement avec le gouvernement. C'est faux, il est impossible avec les institutions de la Ve République et a fortiori avec ce Parlement que nous fassions un budget. Ce sera un budget Frankenstein, il y aura des amendements qui passent, il y aura des amendements qui ne passent pas. Évidemment, cela ne peut pas avoir de cohérence. Donc nous, on fera le maximum pour éviter la casse, pour éviter les taxes, pour éviter les sacrifices des Français. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Monsieur Lecornu ment en disant que le 49.3 est un cadeau. Le 49.3 a été fait pour assurer la cohérence entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Et la réalité, ce que j'ai dénoncé il y a déjà 2 semaines, et personne ne m'a démenti, c'est que certains fonctionnaires de Bercy travaillent aux ordonnances pour faire adopter le budget tel qu'il a été déposé hier par ordonnance au 1er janvier, quand le Parlement n'aura pas voté. Les seuls à sortir satisfaits de cette journée sont bien évidemment les derniers mohicans du socle commun qui font semblant de découvrir la démocratie. Yaël Braun-Pivet s'est dite satisfaite par l'issue de ce scrutin, pourtant extrêmement serré. La présidente de l'Assemblée nationale y voit une majorité de l'Assemblée qui est dans cette dynamique de travail et de compromis. Le député MoDem Erwan Balanant, quant à lui, estime même que les crises politiques ont du bon. On l'écoute. Les crises politiques peuvent parfois, et elles ont ce mérite, c'est de remettre en cause un certain nombre de choses et un certain nombre de nos pratiques politiques. Et là, la pratique politique ancienne du fait majoritaire, de celui qui gagne tout, remporte tout, ses idées prévalent sur tout, c'est fini ça. C'est fini, je crois que la sociologie de notre pays, la structuration de notre pays s'est largement transformée et aujourd'hui, il faut apprendre, comme toutes les autres démocraties européennes, à faire du consensus, à faire du dialogue. Et pour faire du consensus, il faut d'abord faire du dialogue et il faut d'abord être en capacité de se parler. Et moi, je sens ce moment émerger et je m'en félicite parce que ça a toujours été ma conception de la vie politique. Ça veut dire quoi? Vous allez revenir sur la réforme des retraites? Vous allez revenir sur la taxation des hauts revenus ou des grandes entreprises? Alors, on ne va pas revenir sur la taxation des entreprises et des hauts revenus. Mettre en place? On va la mettre en place, effectivement, et je crois que c'est nécessaire. C'est une vraie demande des Français d'avoir quelque chose qui est de l'équité devant l'impôt et un sentiment fort d'équité devant l'impôt. Mais on est déjà dans un modèle extrêmement redistributif et il faut aussi l'expliquer aux Français. Et il faut aussi l'expliquer à ceux qui sont tentés par le Rassemblement national. Alors vous l'avez compris, dans le camp macroniste, on est à 2 doigts de nous dire que c'est super de ne pas avoir de majorité et de devoir travailler ensemble. On se demanderait presque pourquoi alors Emmanuel Macron s'obstine tant à refuser la cohabitation avec la gauche. Sûrement parce que tout ça n'est que de la poudre aux yeux, notamment histoire de flatter les marchés. On apprenait dès ce matin que le CAC 40 progressait, revigoré par la perspective d'une censure non votée, ce qui a assurément ravi la Startup Nation. Alors voilà, le Cornu s'est offert un petit sursis à la tête du gouvernement, grâce aux socialistes, on le répète. Rien n'indique que cela ne durera dans le temps. Le Premier ministre va devoir continuer son petit jeu d'équilibriste entre les différentes oppositions. Il a d'ailleurs commenté au micro de BFM « Vous voyez bien la gravité de la situation dans laquelle on est. Vous voyez bien que c'est difficile. Il fallait que les débats puissent démarrer. Ils vont démarrer. Reste à voir si tout ce petit monde réussira à s'accorder sur la durée et surtout si Sébastien Lecornu pourra tenir sa promesse de non-recours au 49.3. On notera qu'il a soigneusement évité d'évoquer les autres leviers constitutionnels à sa disposition pour contraindre le gouvernement. Mais donc Lecornu respire encore un petit peu, mais en politique, les promesses ont une date de péremption, celle du premier rapport de force. Affaire à suivre.
On continue avec l'actualité internationale et puisqu'on évoque le budget et l'austérité qui nous attendent, on en profite pour vous donner quelques nouvelles de la Grèce. En effet, les députés grecs ont voté aujourd'hui même un dispositif visant à instaurer la possibilité de travailler jusqu'à 13 heures par jour. Le ministre du Travail grec rassure, la disposition ne sera valable que 37 jours par an maximum, soit 3 jours par mois et sur base du volontariat. Mais cela ne suffit évidemment pas à calmer la colère de la gauche et des syndicats qui dénoncent à juste titre un véritable retour au Moyen-Âge. Le parti d'opposition Syriza a refusé de participer au vote, fustigeant, je cite, une monstruosité législative, une dérégulation du travail qui s'attaque aux droits fondamentaux. La notion de volontariat alerte évidemment les syndicats. Selon la Confédération générale des travailleurs grecs, beaucoup d'employés n'auront guère la possibilité de refuser compte tenu du rapport de force déséquilibré entre employeurs et salariés, renforcé par la précarité qui prévaut sur le marché du travail local. Le tout avec des contrôles de l'inspection du travail relativement faibles en Grèce, c'est en l'espèce un recul inédit du droit du travail dans l'Union européenne. On passe à l'Amérique du Sud. Donald Trump dit avoir officiellement autorisé la CIA à opérer au Venezuela. Le président américain accuse son homologue Nicolás Maduro de diriger un vaste réseau de trafic de drogue. Depuis un mois déjà, des navires américains sont déployés dans la mer des Caraïbes et ont coulé des embarcations au large des côtes vénézuéliennes, accusées par les services américains de transporter de la drogue. 5 embarcations ont donc déjà été détruites et leurs 27 passagers tués sans sommation. Côté vénézuélien, on penche plutôt pour l'hypothèse d'une volonté dissimulée de forcer un changement de régime pour faire main basse sur les réserves de pétrole. Le ministre de l'Intérieur vénézuélien a déclaré, je le cite, « Il n'y a pas de peuple sur ce continent américain qui n'ait souffert d'un coup d'État préparé par la CIA ». Et il est vrai que cet interventionnisme américain, pour ne pas dire ingérence, n'est pas sans rappeler les diverses coups d'État fomentés par l'oncle Sam un peu partout sur le sous-continent, notamment le plus célèbre, celui du 11 septembre 1973, qui a offert à Pinochet de prendre le pouvoir. Tout ceci n'est pas non plus sans rappeler les interventions américaines en Afghanistan ou en Irak. Reste que le président Nicolás Maduro dit vouloir activer, je le cite encore, toute la force militaire de défense intégrale, populaire et policière. La tension est donc à son comble. Et on reste en Amérique du Sud, mais du côté du Pérou cette fois. Comme à Madagascar, au Népal, au Maroc ou encore en Indonésie, la Gen Z se mobilise. La jeunesse péruvienne en a en effet ras-le-bol. On peut lire qu'ils s'en aillent tous sur leurs pancartes. Ils dénoncent en outre la corruption et un système démocratique à bout de souffle. Après la destitution de Pedro Castillo en 2022, Dina Boluarte lui avait succédé. Avant d'être également destituée, elle était soupçonnée de corruption et mise en cause pour homicide en raison de son rôle dans la répression des manifestations de fin 2022. Mais son départ n'a pas calmé la colère de la Gen Z, toujours confrontée à une répression aussi violente. Après les dernières manifestations du mercredi 15 octobre, les autorités ont fait état d'un mort et de 150 blessés après que certains manifestants aient tenté de forcer un barrage policier situé à l'extérieur du Congrès. Du côté du gouvernement, on essaye de faire passer le mouvement social comme violent et séditieux, vous savez, c'est de coutume. Ça ne sera vraisemblablement pas suffisant pour calmer la mobilisation qui réclame un changement de système. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap et n'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Mais aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne,
avec ses quelques 12 millions de téléspectateurs potentiels. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Si ce projet vous intéresse et que vous voulez le soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. Et si vous voulez nous aider à produire une information libre et indépendante, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Vous pouvez aussi simplement parler autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.